Laurence Decoq, donc je te présente, tu es professeur d'histoire depuis quelques années maintenant. Ouais, quelques Tu années. as, tu as beaucoup publié, tu, voilà, et tu t'intéresses notamment depuis très longtemps aux éducations alternatives, j'allais dire, mais quand même à l'histoire aussi de l'éducation de l'école. On va parler, Laurence, du film Révolution École. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. Alors quand on t'a invité, on ne savait pas encore que le contexte n'était pas comme ça. Là, je tiens à dire quand même au début, avant de commencer l'entretien, ça donne une tonalité quand même. C'est qu'on est quelques jours après le crime horrible qui a touché un prof d'histoire géo, euh, Samuel Paty, donc, qui a été tué là, il y a quelques jours. Donc c'est quand même un contexte particulier, c'est pour ça que je veux quand même le dire en intro. Et ça risque quand même d'interférer dans la discussion qu'on va avoir. La France est ma patrie. Je l'aime comme j'aime mon père et ma mère. Dans quel état d'esprit était l'école avant cette Première Guerre mondiale? En France, avant la Première Guerre mondiale, l'école qui est en place, c'est l'école qu'on dit Jules Ferry, donc qui s'est institutionnalisée en 1881-1882, la fin du 19e siècle. C'est une école qui, comment dire, expérimente quelque chose qui est assez inédit, à savoir la scolarisation de tous les enfants, sans condition, gratuitement, donc dans toutes les campagnes, dans toutes les villes. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y avait pas avant qu'il n'y avait pas d'école, mais là il y a l'obligation et la gratuité. Donc c'est une institution qui est obligée de s'ajuster et de trouver une voie pour que l'ensemble des enfants aient la même éducation. Le choix qui est fait par l'école de Ferry, c'est une éducation qui est un petit peu, comment dire, prise en étau entre la volonté d'amener des enfants à se construire comme citoyens, donc avec un esprit critique, une réflexion, etc. Et en même temps, l'idée que être citoyen, c'est aussi être soumis à un ordre, et donc c'est aussi être un enfant obéissant, hein, c'est apprendre à respecter la légitimité de l'ordre. Et donc, ce n'est pas une école, comme on décrit souvent, caserne autoritaire, etc. C'est pas que ça, c'est ça, et à côté, un discours, malgré tout, de construction d'une citoyenneté critique, etc. Ce que ça donne concrètement, c'est quand même une école qui est très axée sur la marche forcée de l'ensemble des enfants vers un but commun. Voilà. Et qui n'est pas encore complètement rodée du point de vue de est-ce qu'on ne contribue pas à un tri social, est-ce que vraiment on contribue à une démocratisation scolaire, etc. C'est des questions qui, en fait, c'est une école qui tâtonne, quoi. Voilà, qui essaie d'expérimenter des choses sur le terrain, qui tâtonne. Et alors, ça donne des choses qui sont très intéressantes, puis ça donne des choses qui sont assez navrantes. Et parmi les choses navrantes, dans ces premières années d'école, c'est le contexte politique qui le dicte d'ailleurs, c'est que la France sort d'une défaite, enfin 10 ans auparavant, la France sort d'une défaite contre la Prusse en 1870. Et cette défaite lui a valu la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. C'est une défaite dont on parle assez peu dans l'histoire nationale, mais elle est fondamentale. Parce que les enfants qui entrent dans l'école de Ferry sont des enfants qui sont biberonnés à l'idée qu'il faut récupérer cette Alsace et cette Lorraine. Alors au départ, ils y sont biberonnés de façon en plus extrêmement violente, hein, c'est la revanche, les bataillons scolaires, etc. Il faut se faire les boches, quoi. Il faut récupérer absolument ces régions-là. Donc il y a tout un vocabulaire guerrier, militariste, belliciste en fait, qui se développe dans l'école. Ça se calme un petit peu, mais cette idée quand même de récupérer l'Alsace et la Lorraine, elle est toujours là, hein. Donc il y a quand même toujours une vocation extrêmement patriotique, nationaliste, qui correspond à ce que je disais tout à l'heure sur le côté mise au pas de l'école, en fait, mise au pas des enfants par l'école.
ce côté patriotique, ce côté nationaliste, ce côté disciplinaire, ce côté obéissance à un ordre, fait qu'à sa manière, l'école prépare la Première Guerre mondiale. En tout cas, elle a un rôle, elle joue un rôle, elle a une forme de complicité dans le fait que des jeunes, et parfois très jeunes, puisqu'on a eu des jeunes de 13 ans, 14 ans qui sont partis au front, donc dans le fait que des jeunes partent au front. Et le film commence juste après la guerre, parce que précisément ce que fait la guerre à l'école, c'est qu'elle lui met dans la figure sa complicité dans la boucherie de la guerre. Et le fait que quand même l'école a contribué à sacrifier des milliers d'anonymes pour une cause patriotique. Afin de lui prouver mon amour, je veux maintenant être un enfant laborieux et sage pour être, quand je serai grand, un bon citoyen et un brave soldat. Dès la fin de la guerre, cette idée de l'urgence de la paix et cette idée de réparer le mal qui a été fait aux enfants, c'est immédiat. Et c'est porté par un certain nombre de pédagogues qui existaient déjà avant la guerre, évidemment. La pédagogie, elle n'est pas née avec la Première Guerre mondiale, mais par un certain nombre, je les appelle de pédagogues, c'est-à-dire en fait d'acteurs et d'actrices qui sont animés par la cause des enfants et par la cause éducative. Et donc, évidemment, c'est eux aussi qui vont prendre à bras le corps cette idée qu'il faut réparer le mal qui a été fait à l'enfance. Alors, c'est une prise de conscience de la part des pédagogues, c'est une prise de conscience aussi de la part des responsables, et notamment des responsables politiques, qui voient bien qu'ils ont envoyé des instituteurs et des jeunes au front quand même, donc qui les ont envoyés se faire tuer. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est une prise de conscience internationale. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la France, c'est l'ensemble des pays belligérants qui se disent « là, il faut faire quelque chose ». Et dans le processus de reconstruction d'après-guerre, la ligne pacifiste va être par exemple portée par la Société des Nations, qui était plutôt un échec par ailleurs, mais il y a eu tout de suite une dimension agir pour la paix, agir internationalement pour la paix. Le même idéal coopératif et pacifiste habite les partisans d'une école libérée. Adolphe Ferrière rassemble les acteurs du renouveau pédagogique sous une même bannière. Le premier congrès international d'éducation nouvelle voit le jour à Calais en 1921. Pour la première fois, des pédagogues vont partager publiquement leur expérience éducative et leurs résultats. Le congrès réunit 150 participants, venus d'une dizaine de pays différents. Parmi eux, des médecins comme De Crowley, des instituteurs, des philosophes. Ils sont catholiques, protestants, socialistes, spiritualistes, théosophes, quakers, féministes. Mais tous sont pacifistes et résolument unis contre l'école traditionnelle. Donc ça va prendre la forme d'une ligue, la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, et puis d'une revue, et de rencontres régulières, annuelles en fait, pour mettre en partage ce qu'ils appliquent déjà là où ils sont, et surtout pour faire un appel en fait à changer l'éducation dans le monde. Voilà. Changer l'école pour changer le monde, c'est pas forcément quelque chose qui est partagé complètement par tous les pédagogues de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Et c'est même d'ailleurs, et elle le montre bien dans le film, c'est même d'ailleurs une ligne de clivage en fait. C'est-à-dire que, alors ça peut être un principe, oui je vais changer le monde, machin, mais en réalité entre tous ces gens, la question de savoir si l'objectif de leur implication dans l'éducation nouvelle est une transformation sociale, en réalité, ça les clive. C'est-à-dire qu'il y en a pour lesquels changer l'éducation, déjà, ça suffit en fait. Voilà. Et
dire c'est pour changer le monde, c'est pour la transformation sociale, ça devient trop politique. Et dans le film, on voit bien comment plus ça se tend, plus la conjoncture politique européenne se tend, plus les frilosités apparaissent. 1922. Les fascistes italiens marchent sur Rome. La première dictature européenne voit le jour. Mussolini, instituteur de formation, fait de l'éducation le fer de lance de son régime. De son côté, Maria Montessori a travaillé jusque-là sans aucun soutien public. Mussolini va subventionner ses jardins d'enfants et la formation de ses institutrices. Montessori, c'est un cas compliqué parce que, alors elle est médecin, c'est quelqu'un qui, au départ, a pour ambition d'accompagner des enfants qu'on dit attardés à l'époque, c'est-à-dire des enfants qui ont des handicaps dans les apprentissages. On n'a pas encore forcément posé de mots dessus. Aujourd'hui, on saurait, c'est la dyslexie, les machins, des formes d'autisme et tout. Elle voit des enfants qui n'arrivent pas à apprendre, qu'elle dit donc attardés, et elle va développer des méthodes très intéressantes par ailleurs, qui passent par le toucher, qui passent par des objets, pour aider ces enfants à apprendre. Et c'est quelqu'un qui décrète régulièrement que toute son initiative est absolument apolitique. La seule chose qu'elle reconnaît, et ça c'est une dimension importante, on la voit dans le film aussi, c'est qu'elle est chrétienne, elle est très religieuse, Montessori. Mais surtout pas politique. Et quand le fascisme commence à monter en Italie, enfin, je veux dire, c'est très vite, hein, c'est dans la foulée. Hein, le fascisme italien, c'est les années 20. À la fois, elle se tient en retrait et en même temps, elle sait qu'elle a besoin de Mussolini pour pouvoir continuer à pratiquer en Italie. La question de l'implication politique de ses membres, elle fait clivage. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, elle fâche. Freinet et Montessori, par exemple, se sont fâchés sur cette question-là. Freinet veut permettre l'acquisition du savoir dans un monde qui ne serait plus divisé entre ceux qui savent déjà et ceux qui ne seront jamais assez. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, Picorella ? Rentré du front avec la médaille militaire, il est blessé au poumon. Il ne peut plus faire classe depuis l'estrade. Le souffle lui manque. J'ai pensé faire diversion en emmenant les enfants en promenade. Je parle des arbres fruitiers et tous répètent en mesure. Le cerisier est l'arbre qui fait les cerises. Le châtaignier est l'arbre qui fait les châtaignes. Puis le noisetier, le pommier, etc. L'un demande. Et l'arbre qui fait les marguerites? L'arbre qui fait le chocolat? Monsieur le saladier qui fait les salades. Et voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des lettres. Voilà un P. Non, c'est un Q. On dirait des lettres d'imprimerie. Et bien sûr, puisque ça en est. C'est pour nous? Oui. C'était simple et logique. Si simple que je m'étonnais que personne n'ait pu y penser avant moi. Si je peux, par un matériel d'imprimerie adapté à ma classe, traduire le texte vivant, expression de notre promenade, nous retrouverions pour la lecture imprimée le même intérêt profond. Le principe de la pédagogie Freinet, c'est, l'un des principes, c'est ce qu'on appelle le texte libre. Donc en fait, Freinet, qui avait du mal à apprendre à lire et à écrire à ses élèves, s'est aperçu qu'en développant un système d'imprimerie, il amenait les élèves en fait par le plaisir, par la technique, il amenait les élèves à avoir envie de produire des textes. Et ça reposait sur la liberté. Liberté d'expression, c'était déjà là, hein, c'est d'actualité. Ça reposait sur la liberté de vraiment d'écrire ce qu'on voulait. Les enfants pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient. Et ensuite, les textes étaient imprimés et ça devenait la propriété collective. Et un jour, un élève fait un rêve et raconte son rêve. Mon rêve. J'ai rêvé que toute la classe s'était révoltée contre le maire de Saint-Paul, qui ne voulait pas nous donner les fournitures gratuites. Monsieur Freinet était devant. Il dit à monsieur le maire: « Si vous ne voulez pas nous payer les livres, on vous tue. »« Non, sautez-lui dessus, dit monsieur Freinet.
Je m'élance. Les autres ont eu peur. Monsieur le maire sort son couteau et m'en donne un coup sur la cuisse. De rage, je prends mon couteau et je le tue. Je suis allée à l'hôpital. À ma sortie, on m'a donné 1000 francs. Mais Freinet reste fidèle à ses principes et donc dit ce texte, comme les autres, il a le droit d'être imprimé. Les enfants repartaient chez eux après avec les textes imprimés du jour. Et en fait, quelqu'un dans le village voit ça. Déjà, il avait un peu mauvaise presse, si j'ose dire, parce que le village était assez clivé par rapport à ses pratiques pédagogiques. Et il y a une fronde de parents qui s'organise. Et donc là, on est en 1934. Il n'y a pas de réseaux sociaux, là. Il n'y a pas de réseaux sociaux, mais ça marche bien quand même. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est moins dramatique. La fronde de parents s'organise et parmi les parents, il y a quand même du relais qui se fait et il y a des maurassiens. De toute façon, on est à l'époque où les Maurras a quand même le vent en poupe. Et donc ça remonte jusqu'à Maurras et l'Action française. Et là, l'extrême droite en veut à Freinet pour deux raisons. D'abord parce que c'est un communiste et ensuite parce que quand même on lui confie des enfants à lui et à d'autres de son réseau. Et qu'il veut en faire des petits communistes, quoi, des petits révolutionnaires, quoi. Donc il faut absolument arrêter ça. Et l'affaire monte. Et puis un jour, ça monte tellement qu'il y a une manifestation de parents vers l'école et que Freinet se retrouve au milieu de la cour de récréation et il a un revolver. Et il dit, je ne vous laisserai pas passer, voilà, c'est mon école, il faudra me passer sur le corps si vous voulez que je ferme mon école, un truc comme ça. Donc ça atteint quand même un niveau de violence, et au bout d'un moment, parce que Freinet était un peu aussi, il était très fragile de santé, on sent aussi qu'il était un petit peu cyclotimique, hein. Il y avait des moments où il allait pas très bien, puis au bout d'un moment il craque, et c'est à la suite de ça, en fait, on lui propose une mutation, puisqu'il ne peut plus rester là, il refuse la mutation, et c'est à la suite de ça qu'il ira fonder son école à Vence, et qui va être une école privée. Un an après la mort de Lénine, avec d'autres sympathisants communistes, Célestin Freinet est invité en URSS pour visiter les écoles laboratoires. Il fait le voyage. Jamais je n'avais vu tant d'enfants et surtout tant de jeunes gens joyeux participer à un défilé splendide. Groupes humains, drapeaux vivants sur la foule, véhicules débordants qui semblent eux aussi avoir une âme. Alors Freinet, il est communiste et il est libertaire aussi, c'est compliqué, c'est pas un pur communiste, hein. Enfin, ça dépend, en fait, il y a plusieurs Freinet. Alors, premièrement, il y a plusieurs Freinet, deuxièmement, il y a un couple Freinet. Et ça, c'est très important, parce qu'on parle toujours de Célestin Freinet, mais quand on travaille sur Freinet, c'est Célestin et Élise. On voit bien que sans Élise, il serait rien Freinet. Et inversement, hein. Mais je veux dire, ils se nourrissent, de toute façon, c'est souvent le cas, hein. Quand il y a un couple, généralement, on met le mec en avant en se disant « Bobonne, elle est tranquille, elle l'attend à la maison ». Ça se passe quand même rarement comme ça, hein. Et elle, Élise, c'est vraiment une pédagogue aussi, hein. Et beaucoup plus préoccupée par les beaucoup plus petits d'ailleurs que Célestin. Et au bout d'un moment, Célestin, même on voit bien, il s'essouffle un peu. En fait, le combat politique l'intéresse davantage que la pédagogie au bout d'un moment. Mais Élise, elle est toujours sur le terrain. Et elle nourrit ses réflexions. Et ils bossent toujours ensemble. Je veux dire, c'est un couple qui ne s'est jamais séparé, qui a tout fait ensemble. Les revues l'ont monté ensemble. Voilà. Donc, eux, c'est différent parce que eux sont très politiques. Dès le début. Élise, elle se dit révolutionnaire. Freinet, il a participé, et il participe encore d'ailleurs à cette époque-là, au moment de la Ligue, à École émancipée. Il était au syndicat, donc syndicalisme révolutionnaire d'École émancipée. Il a écrit plusieurs articles dans la revue d'École émancipée. Et son positionnement politique, c'est le suivant, c'est une école du peuple. C'est nous le futur et c'est nous l'avenir, porte-faire flamboyant, drapeau rouge au vent. Sur les chemins que nous suivons, c'est nous les lutteurs, nous les travailleurs, un monde nouveau nous ferons. Dans toutes les années 30, en fait, l'une des maladies qui touche le plus les enfants, c'est la tuberculose. C'est une maladie respiratoire. Et ça a donné lieu à des vraies réflexions sur le système éducatif et la santé. Comment, en fait, contribuer enfin, comment scolariser des enfants qui sont malades.
Et il y a toute une réflexion sur les architectures d'écoles qui vont vraiment miser sur des espaces ouverts, sur des baies vitrées, sur des sanatoriums aussi pour les enfants, et donc qui ont toute une réflexion sur la santé des enfants. Et chez Freinet, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, l'enfant pauvre est un enfant potentiellement malade. Donc en fait, faire une école du peuple, c'est forcément faire une école aussi qui aide, qui agit sur la santé des enfants. Des enfants malingres, des enfants qui ne mangent pas à leur faim, ça c'est un truc qui revient systématiquement dans les textes de Freinet. En Europe, on s'interroge. L'éducation nouvelle s'adresse-t-elle à une élite choisie ou au plus grand nombre ? Est-elle destinée aux enfants de la bourgeoisie ou à ceux du peuple ? Cette question va hanter désormais les débats de la Ligue. Nous voyons l'action historique de cette Ligue. Parfaire l'éducation bourgeoise en développant la connaissance de l'enfant. Nous la croyons impuissante à faire plus. Mon cher Freinet, je suis ou je crois être aussi révolutionnaire que vous, si ce n'est plus. Mais j'ai peut-être moins que vous confiance en la qualité des hommes qui veulent faire la révolution, et surtout dans les pouvoirs de l'État. L'école active, pour moi, c'est celle où on suit une règle. Ainsi, il se formera une véritable élite. Or, c'est d'une élite dont le monde a le plus besoin. C'est un truc sur lequel j'insiste parce que c'est rarement dit et peu su, mais on le voit bien dans le film, à quel point l'éducation nouvelle n'est pas un mouvement homogène du tout. C'est vraiment un agrégat de personnes qui sont réunies, on va dire, par un petit dénominateur commun, qui est l'idée d'être près de l'enfant, de développer des pédagogies actives, etc. Mais une fois qu'on sort de ce noyau, ce sont des expériences qui sont extrêmement différentes et l'une des lignes de clivage, c'est un clivage politique qu'on pourrait formuler de la façon suivante. Est-ce qu'on fait ça pour transformer le monde, le rendre plus juste au service des plus humbles, ou est-ce qu'on fait ça simplement pour aider les enfants à s'accomplir et à devenir des petits individus fiers d'eux-mêmes, quoi qu'ils deviennent ? Construit dans ces années 20, dans ces années 30, toute cette, comment on pourrait dire, tout ce système en fait d'écho entre des théories éducatives, des théories médicales, des théories de la santé, des théories du corps et des théories politiques. Et c'est vrai que quand la crise du Covid a éclaté, ça m'a sauté aux yeux en fait à quel point on avait oublié dans les dernières décennies, cette dimension justement de la santé dans l'éducation. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, dans l'histoire de l'école, de moment où la question de l'école n'a pas été politisée en France. Et ce qui est normal, en fait. En fait, c'est normal, tout simplement, parce que quand on y réfléchit, si on essaie de théoriser un peu abstraitement ce que c'est l'école publique, c'est quand même une institution qui a vocation à préparer des jeunes générations, donc qui fait le pari de ce que doit être à l'avenir, ce que doivent être à l'avenir les générations. Donc c'est un truc, je veux dire, il n'y a pas plus brûlant et plus politique en réalité. Un pari sur la jeunesse, sur ce qu'on doit faire d'elle, sur ce qu'elle doit devenir, et en plus tout ça sous la responsabilité de la puissance publique. Donc forcément, personne ne peut se désintéresser de cette question, puisque ce qui est en jeu, c'est quand même la projection du monde qu'on veut. Soit on veut la perpétuation d'un monde existant, la perpétuation de l'ordre, ce qui est généralement, dans 80% des cas, ce que veulent les gens qui sont aux manettes, soit on veut un bouleversement de l'ordre. Et dans ces cas-là, c'est flippant, parce qu'évidemment, c'est un pari qui est fait sur une possible préparation subversive. Donc, c'est toujours politique.
Hitler est nommé chancelier. L'enfance devient le terrain d'expérience du parti nazi. Le parti met en scène des internats, sorte d'école laboratoire, fabrique de l'enfant nazi arien et pur. Des films d'aventure, propagandistes, sont diffusés largement. Ils racontent toujours la même histoire. La victoire des forts sur les faibles. Mensch, guck mal, die ganze feindliche Flotte. 2, 5, 8. Ein großes Boot ist auch dabei. Jetzt nichts wie abhauen. Weg mit dir! Noch einen Schluck! Ce que montre bien le film, c'est à quel point certains régimes autoritaires, j'ai parlé tout à l'heure de Mussolini avec Montessori, on peut aussi parler du nazisme, comment certains régimes se sont moulés dans certaines théories de l'éducation nouvelle. Hein. Et en particulier, ce qui a fait lien, justement, c'est aussi un rapport au monde parfois ésotérique qu'on a très fort dans le nazisme, et puis la supériorité du corps. Le corps et la discipline du corps. Ça, c'est un truc, on voit bien qu'il y a un moment où ces régimes autoritaires, ils ont réussi à confisquer quelque chose de l'éducation nouvelle. Moi, je ne fais pas partie des gens qui disent qu'il y avait dans l'éducation nouvelle le ferment du nazisme ou du fascisme. Non, mais il y en a qui le disent, donc je ne fais pas du tout partie de cela, mais il faut bien reconnaître que le fascisme et le nazisme n'a pas dit c'est quoi ces machins de gauchistes, de babacool. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Il a capté des choses. Et même pour être très honnête, le régime de Vichy a aussi capté des choses de l'éducation nouvelle. Et après la guerre, en fait, l'éducation nouvelle, alors ce qui s'est disloqué, c'est la Ligue. Mais de toute façon, elle était déjà mal en point avant. Elle était mal en point avant, parce que ça lui a fait du mal quand même, cette incapacité à prendre une position commune sur les régimes autoritaires, ça lui a fait beaucoup de mal. Mais en revanche, ce qui va se passer après la guerre, mais le film s'arrête. Mais c'est là, pour le coup, je pense qu'on peut dire que ces années 50, par exemple, 50, 60, même jusqu'aux années 70, sont en fait les années d'âge d'or de l'éducation nouvelle. Le film va porter sur la naissance, plutôt, la façon dont tout ça se configure. Mais en réalité, le moment où l'éducation nouvelle va vraiment presque devenir un passage obligé dans les réformes éducatives, dans le plan Langevin-Vallon, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, c'était des gens qui étaient impliqués dans l'éducation nouvelle, et Langevin et Vallon. Et le plan Langevin-Vallon, qui est un plan, entre autres, de refonte de l'école, prend les principes de l'éducation nouvelle, des pédagogies actives, etc. C'est le moment où on va ouvrir dans le secondaire ce qu'on appelle des classes nouvelles. Des classes nouvelles, c'est des classes qui vont expérimenter justement des principes de l'éducation nouvelle, mais dans le système traditionnel. Et surtout, ces moments, c'est la naissance de beaucoup d'associations pédagogiques. Le Cercle de recherche et d'action pédagogique, le CRAP, le mouvement de la coopérative moderne de Freinet se poursuit. Hein, Freinet, il poursuit après la guerre, hein, et ça a énormément de succès. Donc en fait, c'est vraiment l'âge d'or de l'éducation nouvelle, avec plein d'enseignants qui vont être formés aux principes de l'éducation nouvelle. Alors, à la fois, c'est l'âge d'or parce que les principes, les outils vont se diffuser. Ils vont aussi d'ailleurs un peu se mélanger. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein de profs qui vont faire un peu de Montessori, un peu de Freinet, un peu de De Crowley, etc.
Et en même temps, c'est aussi une forme de disparition de ce qui faisait la spécificité de chacun des groupes. Voilà. C'est-à-dire que à partir du moment où ça se diffuse dans l'école publique, là je parle de la France, on a une forme de démarginalisation, mais du coup aussi on perd la quintessence de chacun des courants. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Et le vrai coup d'arrêt à l'éducation nouvelle, c'est les années 80 en fait. C'est le redressement chevènementiste en France. Jean-Pierre Chevènement était tout à l'heure l'invité d'Antenne de Midi. Il a donné son sentiment. Une de mes priorités, vous le savez, c'est l'école élémentaire. Et c'est aussi la formation des maîtres. C'est quelque chose d'absolument fondamental si nous voulons relever la qualité de notre enseignement. Alors, bien évidemment, on ne remédiera pas à toutes les difficultés scolaires par les moyens que je viens de dire. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau des collèges, je compte poursuivre, plus exactement entamer, ce qu'on appelle la rénovation des collèges. Que reste-t-il aujourd'hui de cet esprit des pionniers, de Montessori, alors on sait qu'il y a des écoles Montessori, Freinet. Qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui en France et ailleurs? C'est hyper difficile en fait de savoir exactement ce qui reste parce que moi j'ai pas fait des travaux dessus, mais ce que je peux observer, c'est que il y a beaucoup d'enseignants qui mobilisent les outils de l'éducation nouvelle, sans trop savoir forcément d'où ils viennent d'ailleurs. Mais bon, peu importe, c'est pas très important. Donc ça c'est un truc qui s'est vraiment diffusé, les pédagogies actives, le fait qu'il faille associer les enfants à la construction de leur savoir, le fait qu'il faille être au plus près de nos connaissances, de la psychologie de l'enfant, les enquêtes, les sorties, tout ça c'est extrêmement fréquent. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans les mœurs de l'école. De même, on a un groupe Freinet qui continue à exister, qui est assez important, qui est un peu divisé, mais bon, il y a des enseignants qui se disent encore freinétistes. Il y a des écoles Freinet de moins en moins. Elles sont menacées de fermeture, notamment parce que notre ministère actuel n'aime pas trop Freinet. En revanche, il adore Montessori. Montessori est devenu une marque. Elle crée un matériel pédagogique et un mobilier adapté qui stimule les actions et les déplacements de l'enfant. C'en est fini de l'immobilité et du rapport vertical au maître. Dans sa classe, tout est horizontal. L'enfant se déplace d'une activité à l'autre, qu'il choisit librement, dans le cadre d'un programme donné. Elle théorise la notion de périodes sensibles, au cours desquelles l'enfant est plus réceptif à tel ou tel apprentissage. La lecture, les mathématiques sont transmises par une approche sensorielle. Inutile de dire à l'enfant « il faut faire ci, il faut faire ça », il doit l'expérimenter lui-même. Montessori, c'est une démarche pédagogique qui est extrêmement individualisante. C'est-à-dire que c'est vraiment être au plus près de l'enfant en tant qu'individu. C'est faire réussir l'enfant. Elle est dénuée presque de toute dimension de socialisation de l'enfant, c'est-à-dire toute dimension de l'école comme un espace de socialisation et un espace de l'apprentissage du collectif. C'est pour ça que dans notre monde qui valorise la libre entreprise de soi, on est dans un monde qui néolibéralise les individus aussi. Dans ce monde-là, Montessori est beaucoup plus opératoire qu'un Freinet qui, lui, veut changer le monde au service des masses, du peuple, du prolétariat, etc. Chez Montessori, il n'y a pas ça. Montessori, il y a l'idée véritablement d'une réussite quantifiable d'un individu. Et c'est pas pour rien si aux États-Unis, par exemple, dans la Silicon Valley, Montessori, c'est une star. Les écoles Montessori, c'est une star. Jeff Bezos vient de fonder une école, une maternelle, là, il y a quelques semaines, qui est une école Montessori.
Et dans la Silicon Valley, les écoles Montessori font florès. Et pourquoi ? Parce que c'est des écoles qui vont vraiment accompagner l'enfant vers, non pas une forme d'émancipation sociale, mais vraiment une émancipation individuelle, c'est-à-dire en gros la réussite d'abord et avant tout, quoi. Donc ça marche, et ça marche très bien, et c'est valorisé par non seulement les ministères lorsqu'ils sont d'obédience néolibérale, donc très bien, pas de problème, et aussi par le monde économique, qui aujourd'hui n'a rien trouvé de mieux que de mettre un label Montessori sur des contes pour enfants, des jeux de société, des jeux éducatifs à partir de la crèche. En fait, en gros, dès qu'il y a un truc avec une lettre, un chiffre, un peu de rugosité, des boules, hop, on met un label Montessori et on peut le vendre 2 fois plus cher, quoi. Voilà. Et c'est chic, c'est chic. Voilà. Attention, alors déjà ils le disent bien, ce ne sont pas des jouets, contrairement aux apparences, c'est du matériel. La tour rose, c'est le plus emblématique. Alors elle est toujours rose, hein, c'est pas un jouet genré, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce que chez moi, mon petit garçon aussi joue avec des cubes comme ça. Oui, c'est vrai, on pourrait croire que c'est une tour gigogne classique, comme on en trouve dans toutes les grandes enseignes de jouets. Alors en fait, il s'agit de 10 cubes, de 1 cm3 pour le plus petit à 10 cm3 pour le plus grand. Comme tout le matériel Montessori, c'est réalisé dans des matériaux nobles. Donc là, en l'occurrence, le bois, ce qui justifie un certain prix en magasin, c'est pas alors, comment on s'en sert, du matériel donné. Donc Montessori, ça a le vent en poupe là. Mais vraiment, ça a le vent en poupe. Et donc ça, c'est un vrai succès. Alors maintenant, la limite, quand tu me disais qu'est-ce qui reste de toute l'éducation nouvelle, ce qui s'éteint, ce qui a tendance à s'éteindre, c'est justement le projet de transformation sociale que portaient certains groupes de l'éducation nouvelle. C'est-à-dire cette idée que quand même, c'est fait, l'éducation nouvelle, elle est faite pour les plus démunis. Et c'est en ce sens que d'ailleurs, elle a pu accompagner la démocratisation scolaire, c'est-à-dire ce souci d'être auprès des enfants qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et ça aussi bien, voire même plus encore d'ailleurs dans la gauche chez nos camarades, c'est que ça ne les dérange pas de mettre leurs enfants dans des écoles Montessori, dans des écoles de pédagogie nouvelle, parfois des trucs mais juste complètement dingues, où on se demande, où l'enfant fait tout ce qu'il veut, il n'y a plus de savoir, c'est des écoles sans savoir. Ça ne les dérange pas au nom du fait que le bien-être de l'enfant l'emporte sur le reste. Et donc, toute cette dimension d'une école au service des masses, et l'éducation nouvelle, elle a quand même été fondée là-dessus, disparaît. Et si elle disparaît déjà chez nos camarades de la gauche, ça va être difficile de continuer à perpétuer et défendre cet héritage politique, quoi. Ça, c'est en train de disparaître. Et c'est là, d'ailleurs, que ce film est super. Et bienvenue, et que c'est bien que vous le mettiez en ligne, c'est qu'en fait, il redonne malgré tout une dimension politique à l'éducation nouvelle, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, d'où viennent tous ces courants-là, et attention, quand vous faites vous-même aujourd'hui encore votre marché dans l'éducation nouvelle, attention à là où vous mettez les pieds. Et je pense que c'est un message fort adressé aussi à des gens qui pensent agir pour un meilleur système éducatif et qui en réalité aujourd'hui déroulent le tapis rouge au néolibéralisme parce qu'ils font le choix des mouvances qui sont en fait les mouvances les moins politisées. Il y a aussi le fait qu'on peut comprendre que dans cette époque et cette société, tu dis le bien de l'enfant, évidemment que les parents, autant de gauche soient-ils, ont envie que leurs enfants soient dans des bonnes conditions, et quand le service public et l'école publique se dégradent et n'assurent plus la sécurité, par exemple, des choses de base, ou le chauffage dans des banlieues, des chauffages dans des classes d'enfants, il n'y a pas de chauffage en hiver. Dans certaines écoles, en Bobigny par exemple, il y a quelques années. Bon, quand on voit ça, on comprend aussi qu'il y a un glissement petit à petit vers le privé. Il n'y a pas beaucoup de familles à Bobigny qui mettent leurs enfants dans les écoles Montessori, parce que ça coûte 1,5 SMIC par mois. Donc, tout ce que tu dis est absolument juste, mais
c'est un peu comme l'hôpital, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un enfant qui va mal, je ne vais pas dire à quelqu'un qui a une clinique privée à côté de chez lui alors que l'hôpital est à 100 km, va à l'hôpital public quand même, il faut défendre l'hôpital public. Non, je veux dire, quand un enfant est en souffrance, l'enfant n'a pas à faire les frais des défaillances de l'école publique. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucun problème, on le met là où on peut, et si c'est une école Montessori et que l'enfant va se reconstruire grâce à cette école Montessori, 1000 fois oui. Si l'enfant est harcelé, si l'enfant n'est pas en sécurité, si l'enfant est malheureux, si l'enfant est en souffrance, ben, effectivement, le procès doit être fait à l'école publique. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais sur un temps long, sur une pensée de l'école, si tout le monde, et y compris donc nos camarades de la gauche, ne s'y mettent pas pour justement essayer de refonder une école publique digne de ce nom, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que voilà, si eux-mêmes se mettent à la détricoter de l'intérieur, on n'y arrivera pas. Et c'est toujours en fait ce souci de dire mon système éducatif, enfin le système éducatif dont je veux dans ma société, c'est-à-dire pas simplement pour mes enfants, mais dans la société dans laquelle j'ai envie de vivre, c'est un système éducatif qui doit s'ouvrir aux enfants qui en ont le plus besoin. Voilà. Et du coup, si je fais le choix de ne pas mettre mes enfants dans le système public, c'est vraiment parce qu'en fait, je pense que mes enfants sont en souffrance. Mais si c'est parce que je pense qu'ils sont juste très précoces et que voilà, enfin, faut pas non plus les freiner dans leurs apprentissages, c'est pas une bonne raison. Ça me semble pas vraiment être une bonne raison. Ça veut dire que le sens public, en fait, l'esprit de l'école publique est en train de disparaître. Au nom de l'éducation nouvelle. Or, il y a une dimension de l'éducation nouvelle qui est une défenseuse de l'école publique. Et voilà, c'est peut-être ça qui est en train de se perdre. C'est-à-dire que tu penses qu'on peut retrouver dans l'école publique ce que des gens vont chercher dans le privé, quoi, en gros. On peut s'inspirer de l'éducation nouvelle pour refonder une école publique digne de sa mission. Mais c'est le cas ? C'est une tendance qui existe chez les enseignants ? Alors c'est très difficile, c'est loin d'être le cas. Pour plein de raisons. Bon, d'abord parce que c'est pas porté politiquement par différents gouvernements. Hein. Donc, à partir de là, si on s'y met, ça veut dire qu'on entre en résistance contre le ministère, ce qui est possible, mais bon, c'est pas une majorité. Et l'autre raison, c'est qu'il y a très peu de formation, en fait, des enseignants, avec une vraie connaissance historique des mouvements pédagogiques, avec une vraie réflexion, justement, sur une pédagogie qui n'est pas simplement une histoire d'outils, qui est aussi une façon de s'inscrire en fait dans l'héritage des pionniers de la pédagogie. Et l'une des dimensions de la pédagogie, qui est un truc extrêmement fort, qui là aussi se perd, hein, c'est qu'à mon sens, en tout cas, il ne peut pas y avoir de pédagogie sans qu'elle soit articulée à un objectif de justice sociale. La pédagogie est née pour la justice sociale. La pédagogie est née de la volonté d'intégrer des enfants qui étaient en dehors de l'école, de leur donner la possibilité d'entrer dans la raison et dans le savoir. Elle est née de ça. Et si ça se perd, alors effectivement, ça devient plus que des techniques, en fait. Et Freinet était hyper attentif à ça. Il disait toujours attention, c'est pas qu'une technique. C'est aussi tout un système, c'est aussi toute une philosophie, c'est aussi toute une réflexion. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à voir chez certains enseignants qui vont mobiliser comme ça des principes de l'éducation nouvelle, j'ai tendance à les voir réduire à des techniques et pas à les voir s'inscrire dans des héritages de résistance et de justice sociale. Donc toi, évidemment, on a compris, tu es quand même une prof engagée, et tu as envie de convaincre aussi que, d'ailleurs, comme tu es historienne, en plus, ça va, tu fais pas d'efforts particuliers dans ta discipline pour te dire que c'est important de revenir en arrière et de voir que ce qu'on peut puiser dans l'histoire pour aujourd'hui. Ce film, ça contribue un petit peu à ça. Mais... Ah, ouais, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire, quoi, je sais, c'est toujours la question con, ce qu'on te pose à la fin, c'est Lénine. Mais en vrai, les gens qui regardent ça, il y a quelques profs, peut-être quelques enseignants qui peuvent voir à quel niveau ils peuvent agir. Les parents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dedans, à part maintenir leurs gosses dans le public, comment ils peuvent agir au-delà de ça?
Ouais, évidemment, c'est toujours très difficile de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, l'histoire... Non, qu'est-ce qu'on peut faire, alors, disons. Qu'est-ce qu'on peut faire, ouais. C'est encore plus difficile. C'est plus facile de dire ce qu'il faudrait faire que ce qui est possible de faire. Non, mais moi, j'aime bien voir l'histoire comme un lieu dans lequel on va chercher du combustible. Voilà. Pour se redonner un peu de force, quoi. Donc, ce film, il va permettre ça, d'aller trouver du combustible, c'est-à-dire de prendre conscience, donc aussi bien chez les parents, mais d'ailleurs aussi chez les gens qui n'ont pas d'enfants ou chez les enseignants, c'est pour tout le monde, de prendre conscience que la pédagogie a une histoire et qu'elle a une histoire de l'engagement, de la résistance, de l'organisation. Donc ça, c'est déjà un truc qui donne à voir que la résistance par la pédagogie est possible. Ça, c'est déjà énorme. Et je pense que ce film-là peut servir à ça. Deuxième chose beaucoup plus large, l'école a une histoire. C'est quand même dingue à quel point l'histoire de l'école est méconnue aussi. L'école a une histoire. Et là aussi, quand on va regarder l'histoire de l'école, on s'aperçoit quand même que, par exemple, le moteur de la démocratisation scolaire a longtemps animé les réformes éducatives. On peut du coup se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, ça aide à des prises de conscience aussi sur le mal qui est fait aujourd'hui à l'école. Ça, c'est une première chose. Donc, on va dire que la connaissance de ce passé de l'école et de la contre-école, ça fournit des outils quand même pour comprendre un petit peu ce que c'est que cette institution. C'est pas simplement un endroit à côté de chez soi, on met son gosse, on le retire, on fait chier les profs, les mauvaises notes, etc. Non, c'est pas ça. Puis c'est pas non plus l'école caserne. L'école échappe à ces caricatures. Voilà, elle a de multiples histoires, et notamment celle-ci. Donc c'est bien d'aller y mettre le nez pour connaître. Maintenant, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? Évidemment, c'est très compliqué. La première chose que je pourrais dire, déjà, c'est que, en revanche, il y a urgence à commencer à y penser très sérieusement. Parce que le gouvernement qui est aujourd'hui à la tête de la France, c'est un bulldozer. Et déjà, l'école n'allait pas très très bien, mais quand on fait passer un bulldozer sur quelque chose qui est déjà très fragile, les dégâts sont phénoménaux. Et on n'est pas loin, en fait, d'être face à une situation de ruine fumante, quoi, quand on regarde le mal qui est fait à l'école aujourd'hui. Alors évidemment, on en a vu un exemple dramatique ces derniers temps avec en plus cette image atroce, enfin cette réalité, cette image atroce d'un enseignant décapité, toute la symbolique aussi que ça charrie d'échecs, de souffrances. Bref, donc l'école va vraiment très mal. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire de toute urgence? Changer de gouvernement. Je note. Repenser complètement la formation des enseignants. Et dans la formation des enseignants, à tout prix y mettre une connaissance de l'histoire de la pédagogie. C'est pour ça que ce film-là, il est vraiment salutaire de ce point de vue-là. Une connaissance de la pédagogie, une vraie réflexion sur à quoi sert l'école, qu'est-ce que ça veut dire bosser dans une école publique, quel est le sens du boulot d'enseignant, quel est le sens social et politique du boulot d'enseignant. Une vraie réflexion également sur les contenus à enseigner aux élèves, donc une vraie réflexion sur les programmes. On parle beaucoup en ce moment d'esprit critique, de liberté d'expression. L'esprit critique, ça ne peut pas être simplement une incantation comme ça. C'est pas esprit critique et tu l'as, hein, ça ne marche pas comme ça. Ça passe par des programmes très précis, ça passe par des démarches éducatives très précises, en particulier par exemple aller chercher la preuve de quelque chose, le rapport à la vérité. Ça, c'est de l'esprit critique. Le fait de donner la possibilité aux élèves de douter, de poser des questions, de ne pas être d'accord, d'essayer d'arriver à un consensus, d'être dans du débat, et puis d'arriver quand même à la construction d'un savoir raisonné, abouti avec eux. Ça passe par une réécriture complète des programmes dans toutes les disciplines. C'est pas compliqué, hein, parce qu'aujourd'hui, les programmes, c'est du gavage d'oie. Et je suis désolée, mais le gavage d'oie a toujours servi l'endoctrinement. Il n'a jamais servi l'esprit critique. Donc ça aussi, c'est vraiment une priorité. Autre priorité, on a besoin d'enseignants.
On a besoin d'enseignants parce qu'on ne peut pas non plus faire des cours dans des conditions dignes de ce nom pour tous les enfants. Ça marchera toujours avec les riches, hein. Mais pour tous les enfants, on ne peut pas faire des cours à 35. Ça n'est pas possible. Ou c'est que du gavage d'oie. Et donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de l'endoctrinement, c'est du pas de cours, ça sert à rien. Ça sert avec des gamins qui savent prendre, parce que ça trie naturellement, parce qu'ils sont socialisés depuis le plus jeune âge pour prendre des connaissances. Ça ne sert pas avec des gamins qui ne savent pas prendre, et qui ne savent pas trier, et qui s'étouffent, et on les perd. Donc il faut des enseignants, il faut que les classes, il faut qu'elles aient la moitié moins d'effectifs. Il faut reconstruire complètement les écoles et les établissements scolaires, on le disait tout à l'heure, parce que dans l'ergonomie des établissements, dans leur morphologie, dans ce à quoi ils ressemblent, il y a aussi de l'éducatif. Et qu'on ne s'instruit pas et on ne s'éduque pas de la même façon dans un établissement, tu parlais tout à l'heure à Bobigny où il n'y a pas de chauffage, dans un établissement où il y a des souris, dans un établissement où les murs s'effritent, où il n'y a pas de rideau, où il y a, voilà, c'est vraiment une démonstration de l'indifférence complète de la puissance publique à l'école, quoi. Donc on reconstruit tout. Ça fait déjà beaucoup là déjà, hein. Il y a déjà pas mal de pistes. Et puis on appelle à la responsabilité en effet des gens, quoi, pour qu'ils prennent conscience que, pour le dire de façon un peu, comment dire, un peu œcuménique, un peu, ouais, quasiment religieuse, mais au fond, moi, je suis responsable de l'éducation des enfants qui ne sont pas les miens. C'est ça qu'il faudrait dire. Bien sûr qu'on est responsable de l'éducation de son propre enfant, évidemment que oui. Mais si d'autres sont responsables de l'éducation de son propre enfant, on peut être responsable de l'éducation des enfants qui ne sont pas les miens. Et ça, je veux dire, c'est un bouleversement d'esprit qui est à mon avis nécessaire, parce que d'abord c'est pas que dans l'école, hein, parce que c'est valable pour la santé. Je suis responsable de la santé des gens qui sont malades, même si c'est pas moi, parce que le jour où ce sera moi, c'est eux qui seront responsables de ma santé. C'est vraiment un rapport en fait au sens public. Et ça c'est absolument fondamental. Ça veut dire par exemple que quand quelqu'un vous dit oh, je suis vraiment pas bien là parce que mon petit Thomas à l'école, bah, il s'ennuie. J'ai vraiment envie de lui répondre, mais quel drame! Mais quel drame! Il est malheureux? Non, c'est pas qu'il est malheureux, c'est qu'il s'ennuie. Ah, mais alors, trouvez un moyen de l'occuper, parce qu'à côté, il y en a qui en ont besoin. Voilà, donc c'est des trucs de base, quoi. Et c'est des trucs de base qui se sont perdus, réellement. Donc voilà, c'est vraiment le sens du collectif, le sens de l'école publique, il passe par là. Moi, je trouve que là, déjà, on a un beau programme électoral. C'est pas mal. Hein, et peut-être on peut dire aussi aux parents que c'est pas la peine qu'ils aillent embêter les enseignants toutes les 2 minutes. Alors oui, effectivement, ça passe aussi par un contrat de confiance. Voilà, ouais. On n'est pas obligé de noter comme quand on prend je sais pas quoi, un Uber, un Amazon, ou je sais pas quoi, c'est pas obligé, quoi. C'est vrai qu'on n'en est pas encore là, tiens, ça va pas tarder. Non, bien sûr, ça passe par un contrat de confiance entre, je dirais, l'école, les parents, mais pas simplement, en fait, entre l'école et la société civile. Mais à la limite, dans l'école que je viens de décrire, qui est un peu l'école de mes rêves, une école commune, j'ai pas fini aussi, il faudrait aussi... Mais ça sera ton programme quand tu vas être nommé ministre de l'Éducation nationale. Une école qu'on appelle polytechnique, c'est-à-dire une école dans laquelle les savoirs manuels sont pas hiérarchiquement inférieurs aux savoirs intellectuels. C'est hyper important, ça aussi. Et effectivement, un contrat de confiance entre l'école et la société civile, qui ferait que, comme l'école que je viens de décrire, elle est tellement bien... Elle est tellement idéale qu'en fait, les parents ne seraient pas tentés toutes les 5 minutes d'aller voir ce qui est écrit sur le cahier de leurs enfants. En fait, ça irait de soi que l'école fait bien son travail, quoi. Bon, je sais que le chemin est encore long, mais je pense que c'est une boussole qu'on peut garder en tête, quoi. Bon, ben merci Laurence pour toutes ces pistes que nous allons propager partout sur Internet. Bon, il va falloir, maintenant, on est obligé d'arrêter parce que c'est le couvre-feu. C'est 8h moins 20 là? Ouais, c'est pas 9h moins 20. Chat.